just want someone to talk to, and a little of that human touch, just a little of that human touch. O Projeto Humanidade na Saúde, esse é o 4º ano, foi um projeto que foi apresentado ao HG Brasil e foi imediatamente aceito pela sua diretoria, pelo Ricardo Periar, pelo Dr. Cláudio Lotenberg, e hoje nós vamos ter o prazer, então, de ter mais uma dessas sessões, e eu queria convidar aqui a Margarete Dalcomo, que já foi enunciada como aquela pessoa que faz parte do Grupo Humanidades na Saúde, são 600 membros que nós temos atualmente nesse grupo, e Margarete, eu gostaria que você viesse até aqui, ou que falasse daí, pode ser daí sim. Mais je voulais dire quelques mots seulement pour mon cher ami Edgar. Edgar, d'abord, soyez le plus bienvenu. Excusez-moi de tout ça. Je sais que tu es tendu avec les trafics, les embouteillages, mais soyez le bienvenu à notre groupe d'humanité. Je veux d'abord vous remercier profondément du fond du cœur et je parle au nom de tout le monde qui est ici, j'en suis sûre. De l'extrême générosité par laquelle vous avez accepté notre invitation que je vous ai présentée depuis les premiers moments au nom de mes collègues ici présents, tout le monde qui est ici. Le groupe d'humanité dans la santé se rejoint régulièrement chaque mois depuis 4 ans et réunit médecins. Vous avez ici un grand nombre de grands médecins de Rio de Janeiro, São Paulo, etc. et réunit psychologues, psychanalystes, chercheurs et professionnels de la santé pour mieux penser la relation entre les gens, selon les grands principes de l'humanisme hors le mur de la science dure. En ce sens, votre présence, comme le penseur le plus important de notre temps, sur ce que sont les humanités, nous honore profondément. Reçois donc, mon cher Edgar, et à présent je te tutoie parce que je sais que je le peux, depuis maintenant notre immense gratitude profonde, notre amitié, notre respect, le mieux abraço de nous tous. Et la parole sera à vous dans quelques minutes. Merci beaucoup. Muito obrigado, Margarete. Cláudio Lotenberg, presidente da UHG Brasil, vai, então, fazer a abertura dessa sessão extraordinária do Projeto Humanidades na Saúde. Cláudio, muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. É um privilégio, na verdade. Eu queria primeiro agradecer a Margarete Dalcomo pelo carinho e pela atenção. O trânsito, para quem é de São Paulo, aqui no Rio, certamente é até um privilégio, porque a gente, além de ter o trânsito, pelo menos tem uma vista maravilhosa e um clima excepcional. Quero agradecer ao Ricardo Cruz, não por hoje, mas pela dedicação permanente, pelo apoio, pelo amor que você tem pelas iniciativas do nosso grupo, o Grupo Américas. Na mesma condição, ao meu querido amigo Cláudio Domênico, pessoa especial que, aliás, foi um dos primeiros que me bem recebeu nessa cidade. E eu quero, talvez, nesse momento, dizer que é um privilégio, não o trabalho só, mas a companhia, o relacionamento. Faz tempo que ele não chama, Ricardo, a gente para jantar na casa dele. Então, vir aqui o registro e a cobrança. Tá? Quero agradecer ao Charles Soleman. Charles, eu me lembro, muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar o NHS. E naquela visita, me chamou a atenção o número de pessoas que frequentavam com atividades intelectuais. E o meu desejo em relação à Américas é que a gente tenha o mesmo fluxo de pessoas. Quer dizer, esse local onde nós estamos, que leva o nome de uma das maiores personalidades que a saúde já teve, o meu antecessor, saudoso Edson de Godoy Bueno, tem como responsabilidade de se transformar num polo formador de competências humanas e capital intelectual. E, portanto, eu quero, na tua pessoa e do Max, fazer o meu agradecimento, o meu registro, imaginando que nós temos isso como uma ambição dentro do nosso grupo. Quero também fazer um registro especial. Está aqui presente entre nós o professor Cândido Mendes, que merece uma calorosa salva de palmas. Cândido Mendes, sem dúvida alguma, ele não é icônico só pela sua contribuição intelectual, mas, sobretudo, pela maneira determinada, convicta e, sobretudo, genuína, com a qual ele defendeu o Estado democrático e lutou contra a tortura nesse país.
o senhor merece todo o reconhecimento da sociedade brasileira. Muito obrigado por estar aqui. E, por fim, uma palavra curta, na medida em que se faz desnecessário qualquer registro a respeito do professor Morin. Nós vivemos, neste momento, no contexto não da nossa sociedade, eu diria na sociedade internacional, uma carência muito grande de lideranças. Nós estamos cada vez mais técnicos, cada vez mais focados em ações objetivas que são importantes e estamos nos distanciando do entendimento do todo, o que evidentemente aborta a capacidade criativa num mundo que precisa cada vez mais disso. O professor Morin é um homem que tem uma abordagem, particularmente no mundo educativo, que amplia o conhecimento das pessoas, interferindo positivamente na forma das pessoas poderem pensar. Não só prestigia o tecnicismo, o que é verdadeiro, porém, prestigia a capacidade de sermos mais elaborativos, de trabalharmos dentro de uma perspectiva para poder transformar as sociedades, com valores, com propósitos e com compromisso. E eu acho que é um privilégio para nós termos vivo, ativo, com energia, com compromisso, uma personalidade de um padrão como ele, que certamente até hoje inspira a sociedade contemporânea. Eu sou obrigado a confessar, professor, que nós de São Paulo, que eu tenho dupla nacionalidade, eu sou paulista e sou carioca, com um título conferido pela Câmara dos Vereadores. Mas por São Paulo nós estamos com um pouco de inveja, porque realmente acho que é um privilégio enorme para nós, no dia de hoje, ter a presença do professor aqui entre nós. É um orgulho, é um privilégio, tive a oportunidade de lhe saudar com muito carinho. Minha comunidade, na verdade, meus pais são imigrantes que vieram para esse país. Minha família é uma família de fugitivos de guerra, sobreviveram ao Holocausto, e o senhor conhece muito bem o que representou isso dentro da mácula da história da sociedade contemporânea. E nós temos, na verdade, que fortalecer as relações democráticas e as relações do entendimento, e nada mais forte que o conhecimento profundo, e eu acho que uma figura com a sua qualidade de conhecimento e com a sua qualidade moral fortalece esse compromisso. Portanto, queria dizer que a sua visita, ela não deve ser só agradecida. Nós temos que considerar isso um grande privilégio, poder tê-lo hoje aqui, mas certamente num convívio entre nós todos. E desejo ao senhor até o 120, como na tradição judaica nós costumamos dizer. Desejo ao senhor muita saúde e tenho, de verdade, o prazer de poder, nesse momento, passar a palavra ao professor Edgar Morin. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. Agradecimentos a mi amigo y amiga Margaret Candido, que son bellos amigos de tantos años de conjunto, de pensamiento, de amistad, de vision. Je vous les remercie et je remercie les auditeurs présents. Je remercie cette merveilleuse entreprise médicale de m'accueillir. Donc, le titre de mon exposé, c'est « Défense et illustration des humanités ». Je dois tout d'abord rappeler qu'il s'est produit progressivement une tragédie au sein de la culture, notamment à partir du XIXe siècle. Il y a eu une séparation, puis une disjonction entre la culture scientifique et la culture des humanités, la culture traditionnelle des humanités, qui comporte les arts, les lettres, la poésie, la philosophie.
Et cette séparation s'est aggravée, et d'autant plus aggravée que les deux cultures ne fonctionnent pas de la même façon. L'une est fondée sur la spécialisation qui tente parfois de façon perverse à se devenir hyper-spécialisation et à se fermer sur elle-même. L'autre, au contraire, étant fondée sur une capacité réflexive plus générale. Il faut songer qu'encore au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, les écrivains et philosophes, l'écrivain et philosophe qui était Diderot, avec l'aide du scientifique d'Alembert, avait fait l'encyclopédie. Et souvent, on peut penser que, regardez Pascal, Pascal était à la fois un penseur, un philosophe, mais en même temps un scientifique de grande qualité. Il y avait association des deux, et puis les deux se sont séparés. Mais le problème aujourd'hui est que les humanités sont de plus en plus, sinon dédaignées, considérées comme un luxe secondaire par toute une tendance propre au développement de notre civilisation elle-même technique, économique, et qui tente à privilégier la formation sur une base technique, scientifique, économique, au détriment des humanités dont la part tend à être de plus en plus restreinte. En effet, quand règne une conception qui, du reste, la politique elle-même est réduite à l'économie, c'est-à-dire au calcul, c'est-à-dire à la croissance, c'est-à-dire au produit national brut, au produit individuel, quand la politique elle-même est réduite à l'économie, on arrive à une conception où les politiques chargées de l'éducation vont penser que la formation technique, la formation à une profession, et d'autant plus à une profession correspondant aux besoins les plus récents de la société, ont une priorité. Et donc, cela tend à réduire la part de la culture des humanités, considérée de plus en plus comme quelque chose de secondaire. Or, il ne faut pas oublier que le fondateur de l'université moderne, c'est-à-dire Humboldt, qui a créé la première université moderne à Berlin, en Prusse, en début du XIXe siècle, Humboldt disait que la mission de l'université était de former à la culture avant et qu'ensuite il y avait une formation professionnelle. Or, ce rôle de la traite de la culture sont à se réduire considérablement, et on arrive aussi à oublier que le rôle de l'université et plus largement de l'enseignement n'est pas seulement d'adapter la culture aux besoins de la société, elle est aussi d'adapter la société à la culture. Et quand nous parlons de culture, c'est quelque chose qui est transhistorique, qui traverse le siècle. C'est ça qui est extrêmement intéressant, alors que la culture, que les scientifiques, par exemple, du XIXe siècle, le sont considérés comme des curiosités, mais ne sont plus
considéré comme pouvant féconder la science, puisque les théories abandonnées ont été remplacées par de nouvelles théories. Par contre, il n'en est pas de même dans la culture des humanités. Par contre, non seulement Platon, Aristote, Épicure, mais aussi les plus anciens, les plus fondamentaux, comme Héraclite, sont restent vivants, connaissent eux-mêmes à chaque nouvelle lecture une actualité. Et si je parle de ces anciens, je parle, comme je pourrais parler de Sophocle, comme je pourrais parler d'Euripide, comme je pourrais parler, bien entendu, de Montaigne, comme je pourrais parler de Voltaire, comme je pourrais parler de Balzac, hein. Ces œuvres sont toujours juvéniles, nous sommes capables de leur donner une vitalité. Et c'est ça, un premier caractère de la culture qui, elle, justement, est faite pour pouvoir enrichir les personnes, les hommes, les femmes, bien entendu les élèves, les étudiants, de nos temps contemporains. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bien entendu, je ne peux pas évaluer quelque chose scientifique. Au contraire, toute mon œuvre est faite pour essayer de connecter les deux cultures pour qu'il y ait des communications entre elles, parce que j'estime qu'il est très important que les acquis extraordinaires, les sciences de l'univers, les sciences de la vie et les sciences de l'homme qui sont les plus complexes que je vous parlerai, que ces acquis arrivent à la connaissance des tenants de la culture des humanités, d'autant plus que celle-ci a une capacité de réflexivité, de réflexion que les scientifiques n'ont, que quand ils ont acquis à un moment donné une hauteur de vue et d'expérience, comme l'a été Einstein, comme l'a été Jacques Revaux, comme l'a été d'autres, qui peuvent à ce moment-là réfléchir un peu sur le propre des sciences. Mais vous savez sans doute une des choses qui est très intéressante, c'est qu'autant les sciences. Alors, je veux d'abord mettre une parenthèse pour la médecine, puisque nous sommes au cœur de l'Institut de médecine. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la médecine se trouve au cœur de la connexion entre, disons, le monde des sciences de la nature, physique, biologique, puisque effectivement, nous sommes des êtres vivants, en tant qu'êtres vivants, nous sommes aussi des animaux, nous avons un cœur, nous avons un cerveau, nous avons des organes, nous avons une peau, donc nous sommes des êtres traités en tant que tels, mais nous savons aussi ce cerveau qui sert aussi à doter du langage et de la culture, cet esprit qui sert à connaître, qui sert à penser, qui sait lui-même, il participe à l'ensemble, et donc, sans même parler de médecine psychosomatique, vous savez que les médecins, d'eux-mêmes, ont tendance à considérer le patient à qui ils ont affaire comme un être total, pas seulement biologique, mais aussi psychique, et pas aussi isolé, mais aussi dans son contexte qui peut être familial ou de travail ou social. Alors, cela étant dit, il est certain que pour moi, il y a dans les sciences ont développé des manières, des méthodes de plus en plus subtiles pour capturer l'objet, c'est-à-dire pour l'objectivité, pour détecter à travers des appareils de plus en plus fins, par exemple les molécules, puis les atomes, puis aujourd'hui les particules. Autrement dit, la méthode pour capter
l'univers objectif se sont développés d'une façon extraordinaire, mais il y a un trou noir dans ce type de connaissances sur lequel le grand philosophe Husserl avait mis le doigt dans une conférence géniale qu'il a faite dans les années 30 et qui s'appelait « La crise de la science européenne ». Certes, la science à l'époque, on l'appelait européenne, elle s'est mondialisée, et quand il disait de crise, elle était invisible, évidemment, elle était en plein progrès, mais ce qu'il voulait dire, et pourtant cette conférence datait du moment où Enrico Fermi, lui, avait découvert la structure de l'atome, découverte fondamentale qui allait permettre plus tard l'utilisation de l'énergie atomique pour la bombe d'Hiroshima et celle de Nagasaki. C'est-à-dire qu'à cette époque même, Husserl disait « La science a des moyens merveilleux pour connaître les objets, mais le scientifique n'a aucun moyen de connaître le sujet humain, et lui-même est un sujet humain, un être doté de subjectivité. Il n'a aucun moyen de connaître ça. » Autrement dit, il y avait une part aveugle dans ce type de connaissance qui est et que possède la culture des humanités. C'est la réalité de l'être humain qui n'est pas seulement objet, mais qui est sujet, c'est-à-dire qui est capable de dire « je », qui est capable d'être égocentrique, qui est capable de dire « nous », qui est capable d'aimer, qui est capable de fraterniser, qui est capable de haïr ce sujet-là. Et d'autre part, si on peut suivre la pensée de Husserl, après les développements qu'ont été l'utilisation de l'arme nucléaire à Hiroshima et aujourd'hui la production de plus en plus grande d'armes nucléaires dans tous les pays, on peut dire que la science n'a pas de moyens pour savoir où elle va. Et pourquoi n'a-t-elle pas les moyens de savoir où elle va? Alors là aussi, il faut réfléchir sur sa propre histoire et sur ses propres débuts en tant que science moderne au XVIIe siècle européen. Au XVIIe siècle européen, régnaient des pouvoirs souverains, parfois absolus, comme la royauté de Louis XIV en France, et tous marqués profondément par l'empreinte théologique. Galilée avait dû faire son autocritique après avoir dit que la Terre tourne sur elle-même. Donc c'était une époque où la science avait besoin, pour se développer, de s'interdire tout jugement de valeur, tout jugement moral, tout jugement politique. Le but de la science était on connaît pour connaître. La seule éthique de la connaissance scientifique, connaître pour connaître. Or, c'est effectivement cela qui a permis des développements extraordinaires, de plus en plus remarquables, et pas seulement remarquables, mais qui, au XXe siècle, ont fait de la science un pouvoir dans le monde humain et social, c'est-à-dire qu'une capacité d'intervention, non seulement en donnant à l'industrie, aux instituts de recherche multiples, techno-économiques des données, mais surtout en produisant des armes de mort massives comme jamais l'humanité n'en avait connu. Et je me souviens très bien, puisque j'étais invité pendant une année à l'Institut de recherche biologique Salk en Californie et à Regard, et que c'était l'année 1969-70. À l'époque, beaucoup de jeunes biologistes et scientifiques, à la lumière des pouvoirs destructeurs
de la science physique craignait que se développent des pouvoirs de manipulation biologique sur l'esprit humain ou sur les gènes des êtres humains, c'est-à-dire manipulation qui certes pourrait être bénéfique en évitant un certain nombre de maladies congénitales, ou au contraire en permettant d'éviter un grand nombre de maux par la médecine prédictive, mais manipulation qui, surtout pour des intérêts économiques, comme déjà, par exemple, on voit que des malheureux habitants du Bangladesh vendent leur foie pour des riches chinois ou des riches américains ou des riches européens, et que donc ce trafic d'organes. Et d'autre part, j'ai pu constater moi-même comment toute une partie de la biologie devenait business-like, c'est-à-dire se transformer, créer des sociétés à but, disons, bénéficiaires pour, en développement, effectivement, des capacités de manipulation génétique. Donc, c'est pour vous dire que la science écrit qui a pouvoir, et elle n'a pas de garde-fou éthique à l'intérieur d'elle-même. Le seul garde-fou éthique, c'est celle de notre vieille morale, soit la morale humaniste, qui nous dit de respecter l'être humain, et qu'en médecine on respecte, et que n'ont pas respecté les médecins comme le docteur Mengele à Auschwitz, qui manipulait, qui faisait des expérimentations sur des êtres vivants qui étaient détenus et déportés. Mais en général, ce qui retient la science, c'est la vieille morale, qu'elle soit humaniste ou qu'elle soit évangélique, c'est-à-dire qui disent respecter l'être humain. Donc, il n'y a pas de garde-fou politique. Les politiques sont capables d'utiliser. Vous avez vu récemment deux chefs d'État, nord-coréens et américains, sont menacés de l'arme nucléaire, et alors que jusqu'à présent, le seul frein, c'est la peur. Mais on ne sait pas jusqu'à quel point un moment d'hystérie, d'exaltation et de folie peut permettre l'utilisation. Et puis, vous savez, d'autres types d'armes, la science a donné des armes chimiques, et nous avons même aujourd'hui l'arme cybernétique qui permet à des hackers des très bons mathématiciens, de paralyser entièrement une société en paralysant tout son système d'Internet. Donc, voilà un problème, et c'est à partir de notre culture des humanités, à partir de notre humanisme, que nous devons essayer de penser tous ces problèmes, et s'il y a une connexion entre les deux cultures, de les transmettre à nos collègues et amis scientifiques. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les sciences éclairent les zones obscures de la réalité, et que les humanités peuvent éclairer les zones obscures de la science. Donc, cela signifie que les humanités peuvent et doivent jouer un rôle extrêmement important. Et je pense que la philosophie elle-même, plutôt que de se vouer principalement à regarder sa propre histoire et à recommander sans cesse Aristote, Platon et autres, Descartes ou Kant, chose utile, mais devrait aussi regarder ce monde humain et apporter ses capacités réflexives là-dessus. Et ce n'est pas seulement la philosophie, c'est l'histoire aussi, l'histoire de l'humanité qui nous montre qu'il y a des choses extrêmement importantes
que moi j'ai appelé l'écologie de l'action, ça nous montre quoi? Ça nous montre que des entreprises humaines, des décisions prises dans un sens avec une finalité bien claire, que ces entreprises, une fois qu'elles se sont lancées dans l'histoire, eh bien, elles deviennent le jeu des interactions et des réactions des forces sociales, économiques ou même naturelles qui interviennent et peuvent changer de sens et même se retourner sur la tête de ceux qui l'ont fait. Moi, je me souviens que mon professeur à l'université d'histoire de la Révolution nous avait enseigné que c'est une réaction aristocratique pour récupérer les pouvoirs de la noblesse perdus sous Louis XIV, à l'époque du règne d'un roi faible qui était Louis XVI, qui avait décidé la convocation des États généraux, lesquels en général dans l'histoire française donnaient toujours la majorité aux intérêts conjoints de la noblesse et du clergé. Or, cette convocation de 1789 a fait en sorte que le tiers-État, qui était plus nombreux et qui était le troisième État à côté de la noblesse et du clergé, a pu imposer le vote par tête et pas par ordre, et ce qui a obtenu à la Déclaration des droits de l'homme et à l'abolition des privilèges. Au souvent, vous avez, quand Hitler a décidé de conquérir l'Union soviétique, il était persuadé qu'il aurait pris la Russie d'Europe jusqu'à l'Oural, et en réalité, sa croyance en la victoire l'a conduit à la pire défaite. Et souvent dans l'histoire humaine, les choses n'obéissent pas à leur but initial. Et le but, et notre culture des humanités, est la culture qui doit réfléchir de plus en plus sur le destin humain. Cela étant dit, il y a dans la littérature, dans le roman, il y a quelque chose, évidemment, que nous nommons esthétique. Esthétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous donne une émotion d'un type particulier, un plaisir d'un type particulier. Et un plaisir souvent d'un type particulier parce que même lorsque nous lisons les souffrances du jeune Werther de Goethe, nous éprouvons le plaisir tout en éprouvant le chagrin de le voir souffrir et de mourir. D'ailleurs, c'est ce qui se passe au cinéma. Nous participons aux films, même les films les plus tristes peuvent nous faire pleurer, mais en même temps, nous avons une émotion poétique délicieuse. Donc, je peux vous donner un autre exemple aussi, c'est par exemple l'adagio du quintet de Schubert, qui est un morceau qui traduit la douleur de Schubert, qui était un homme seul, méconnu, malade, douloureux, et qui a exprimé cette souffrance dans cet adagio extraordinaire. Eh bien, tout en l'écoutant, nous ressentons effectivement la souffrance de Schubert, mais en même temps, nous avons un plaisir exquis à cette mélodie, à cette musique. Autrement dit, l'émotion esthétique est d'un type particulier et elle nous met dans un état second, dans un état d'ailleurs de participation, je dirais, de compréhension humaine. C'est souvent d'ailleurs, prenons le cas du cinéma, nous voyons des personnages sur l'écran que dans la vie ordinaire, nous ne regardons pas ou nous dédaignons. Par exemple, un vagabond ou un criminel. Or, quand nous voyons le vagabond Charlot, incarné par Charlie Chaplin, ce personnage, nous éprouvons une infinie sympathie pour lui, une amitié, une tendresse, parce que
nous avons une relation subjective, nous le comprenons de l'intérieur. Et de même, prenez par exemple Padrino, le parrain, le film de Coppola, dans lequel vous avez un homme qui est un chef, un mafieux, un chef de mafia, qui peut être impitoyable, mais nous savons aussi qu'il a des sentiments humains pour sa famille, pour les siens, et nous pouvons sympathiser tout en ayant une répugnance pour ces actes. Nous comprenons Raskolnikov de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Nous comprenons les autres. Nous sommes beaucoup plus compréhensifs dans l'univers du roman, du théâtre, du cinéma, que dans la vie quotidienne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous oublions cette compréhension. Autrement dit, nous ne tirons pas tous les bénéfices éthiques, psychologiques et humains de la littérature, du cinéma, des arts. Et c'est ça, par contre, nous, quand on est jeune, quand on est adolescent, et à ce moment-là, c'est le moment où l'on est en train de la recherche de ses propres vérités, à la recherche de ce qu'est le monde, de ce qu'on est soi-même. Et c'est à ce moment-là qu'une lecture peut jouer un rôle foudroyant et révélateur en vous. Et moi, ça m'est arrivé dans ma jeunesse, pas seulement pour Dostoïevski, que je viens de citer, mais aussi pour Rimbaud, pour des poèmes de Victor Hugo, pour Tolstoï, etc. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de chose extraordinaire, capacité de compréhension que nous occultons dans la vie quotidienne et que nous devrions cultiver si nous cultivions suffisamment la culture humaniste. En plus de ceci, de cette compréhension, il y a un caractère cognitif. Il est quand même extraordinaire que Balzac, tout ayant fait une fresque prodigieuse, avec des personnages aussi étonnants que le Père Coriot, que Lucien de Rubempré, que Rastignac, etc., et pu réussir de faire le tableau d'un moment historique, social de la France. Et d'ailleurs, Karl Marx disait qu'il comprenait mieux le développement de la bourgeoisie en France dans Balzac que dans toute autre œuvre, qu'elle soit sociologique ou historique. Donc, il faut penser que le grand roman a une capacité de nous faire connaître, et là nous arrivons à cette sorte de paradoxe qui est la relation entre le sentiment, l'émotion et la connaissance. Antonio Damasio disait, qui est un neuroscientiste, d'origine portugaise d'ailleurs, et qui vit aux États-Unis, c'est lui qui a bien détecté avec quelques autres que quand un centre rationnel de l'esprit est activé, en même temps, un centre émotionnel est activé. C'est-à-dire que, bien sûr, même le mathématicien qui travaille ses mathématiques a la passion des mathématiques. Mais inversement, on peut, à travers l'émotion que vous donne la belle œuvre d'art, arriver à une conscience rationnelle beaucoup plus élevée. Du reste, c'est le cinéaste, grand cinéaste soviétique Eisenstein, qui disait que dans ses films, des images vont donner des sentiments, lesquels sentiments vont susciter des idées. Autrement dit, lire un roman, un grand roman, mais même des romans moyens. Il y a même aujourd'hui des romans policiers chinois, des romans policiers néo-zélandais, des romans policiers norvégiens, suédois, qui en même temps sont des documents quasi sociologiques sur la société dans laquelle se situe
l'intrigue. Donc, ne méconnaissons pas le caractère cognitif. La littérature nous donne connaissance, nous donne compréhension, et en même temps, elle nous donne cette émotion que j'appelle poétique et que moi, je veux raccorder à ce que j'appellerais la poésie de la vie. Alors ici, je tiens à dire que dans ma conception, la vie humaine, elle a deux pôles. Elle a un pôle prosaïque et un pôle poétique. Qu'est-ce que c'est que le pôle prosaïque de la vie? C'est toute la partie de la vie où nous faisons des choses par obligation, par contrainte, sans plaisir, mais par nécessité. Et qu'est-ce que c'est que le pôle poétique? C'est toute la partie de la vie où nous nous épanouissons dans la ferveur, dans la joie, dans la jouissance, etc. Le pôle poétique, c'est bien entendu, on la trouve dans l'amour, on la trouve dans la fête, on peut la trouver dans un spectacle de football, quand Flamengo a marqué ses 2 buts, a gagné le match contre Fluminense, il y a eu un moment poétique extraordinaire, au moins pour tous les supporters de Flamengo. Et donc, si vous voulez, les moments de poésie de la vie sont multiples, mais il est évident que c'est ça qui est l'important. Du reste, le poète Hölderlin disait « Poétiquement, l'homme habite la terre ». Alors le grand poète oubliait que l'homme habite prosaïquement aussi la terre et que, dans le fond, c'est pas seulement un problème personnel ou psychologique, je dirais presque, c'est aussi un problème politique. Les responsables politiques devraient penser qu'il ne s'agit pas seulement de nourrir la population, il ne s'agit pas seulement de satisfaire les besoins fondamentaux des peuples qui leur sont, auxquels ils sont voués. Ils devraient comprendre aussi qu'il y a des besoins poétiques de l'être humain. Bien entendu, d'une certaine façon limitée, les anciens Romains savaient satisfaire ces besoins pour le peuple, la plèbe de Rome, en leur offrant du spectacle du cirque. Leur devise était panem et circenses, donnez-leur du pain et de leur donner des jeux de cirque aussi. Mais là, aujourd'hui, il s'agit de donner une autre idée, pas de limiter la poésie de la vie à aller au spectacle ou de regarder des séries de télévision, encore que moi, personnellement, j'en ai vu de très belles. Et dans le passé, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Dona Beja, mais ça, c'est la vieille génération. Donc, on peut trouver aussi ces moments poétiques. Donc, voilà la chose fondamentale. C'est la culture humaniste, la littérature, le théâtre aussi. Et la poésie. La poésie, c'est une initiation, justement, à la qualité poétique de la vie. La poésie, elle nous traduit d'une façon profonde et émouvante des choses qui, sinon, resteraient banales. Qu'est-ce qui est banal? C'est de dire, le temps coule de façon irrémédiable. Bon, cette extrême banalité. Mais cette banalité soudain prend une intensité et un relief dans le quatrain de Lamartine, dans le lac, quand Lamartine est ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, vers la nuit éternelle, emporter son retour. Saurons-nous jamais dans l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Voilà la façon de nous faire comprendre le temps, ce que représente le temps pour nous. Alors, donc, pour clore, alors, mon exposé, avant de clore, je voudrais dire 2 mots sur les sciences humaines. J'ai dit 2 mots peut-être très superficiels sur la médecine, qui de plus en plus devrait être sur les 2.
jouait aussi bien sur la culture scientifique que la culture des humanités. Être un médecin, c'est une mission humaniste fondamentale. Et il n'y a que deux grandes missions humanistes dans notre civilisation, être enseignant et être médecin. Donc, voilà qui est important. Et maintenant, j'en viens aux sciences humaines. C'est une erreur de croire que les sciences humaines peuvent se scientifiser sur le modèle des sciences physiques traditionnelles. Je dis traditionnelles, c'est-à-dire le déterminisme, c'est-à-dire les conditions expérimentales, parce que effectivement, les sciences, même physiques, ont abandonné le déterminisme absolu, et que la complexité humaine est quelque chose de très particulier. La différence, c'est que dans les sciences physiques, nous étudions des objets extérieurs à nous, mais dans les sciences humaines, nous-mêmes, humains, nous étudions d'autres humains, donc il est nécessaire de nous étudier nous-mêmes en étudiant les autres. Nous ne travaillons pas à partir d'un trône souverain comme Dieu le Père. Nous sommes nous-mêmes plongés dans l'humanité que nous voulons connaître. Donc, ça nécessite une complexité du regard, une auto-observation, et d'autre part, vous savez, les sciences humaines doivent puiser dans l'idée scientifique la recherche de rigueur, d'exactitude, de justesse, de vérification, mais elles ont un au-delà qui est la réflexion sur la vie sociale, sur l'histoire de la société. D'ailleurs, tous les grands sociologues sont aussi des penseurs, ils pensent la société. George Friedman, qui a étudié le machinisme industriel, essayait de penser l'avenir de notre société techno-industrielle. Raymond Aron, qui a fait des études remarquables sur la sociologie, lui-même essayait de penser les temps contemporains. Et bien entendu, les grands sociologues allemands, les grands sociologues internationaux sont en même temps des penseurs et des scientifiques. Ce sont des humanistes et des scientifiques. Voilà donc ce qui est, à mon avis, extrêmement important. Et ceci nous dit quoi? Nous dit qu'il faut échapper à la pensée binaire. Il faut échapper à la pensée, parce que la pensée binaire disjoint, sépare, dissocie. Et ce qui s'est passé entre la culture scientifique et la culture des humanités, il s'agit de penser non pas ou bien, mais et, ensemble. Voilà l'idée essentielle. Et donc, de comprendre aussi, là aussi c'est un travail très important, aussi pour le médecin, mais pas seulement le médecin, je dirais qu'on devrait enseigner partout, c'est justement cette réalité anthropologique complexe. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? La réponse à cette question n'est pas dans un mot, il est dans une trinité. L'être, l'humain, c'est à la fois un individu, c'est à la fois le membre d'une société, et c'est en même temps une société typique qu'est la société humaine, différente des sociétés aussi bien de fourmis que de chimpanzés. Et être humain, c'est faire partie d'une espèce biologique qui elle-même s'est développée à partir d'un rameau de primates qui eux-mêmes sont des mammifères et des vertébrés. Donc, nous participons au monde de la nature, nous participons au monde de la vie. Nous sommes même des machines physiques dans un sens, puisque nous fonctionnons à une température de 37 degrés. Nous sommes faits de particules, d'atomes, de molécules. Et en même temps, nous sommes des êtres spirituels, des êtres sociaux. Cette triple réalité, c'est elle qui devrait permettre de faire cette connexion entre la culture des humanités et la culture scientifique. Alors, maintenant, je vais vous dire que tout ce qui ignore les humanités, tout ce qui méprise les humanités relève de la barbarie
intellectuelle. Et maintenant, quel est le produit le plus étonnant des humanités? Alors là, revenons aussi à l'époque où elles se sont développées, où elles se sont, c'est-à-dire le XVIe siècle européen. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le mot humanisme a surgi. Il a d'abord surgi dans un sens très limité. L'humaniste, c'est celui qui se consacre aux humanités. C'est celui qui est cultivé. Mais l'humaniste a pris, au cours des siècles, un sens beaucoup plus ample, et c'est celui qui a le sens de l'humain et le respect de l'humain. Aussi, la première pierre, si vous voulez, la première idée de l'humanisme moderne, parce qu'il était déjà implicite dans l'Antiquité, il était déjà dans cette phrase de Terence, cet auteur latin ancien, qui disait « Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger, homo somni lame alieno plutôt ». Voilà. Donc, si vous voulez, il a des racines profondes dans la culture, de même dans les cultures religieuses, mais cet humanisme qui va se développer et va trouver sa première expression dans la Déclaration des droits de l'homme, et qui, évidemment, devrait comporter aussi la femme, mais c'est celle qui veut dire tout être humain, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, doit être reconnu dans sa qualité pleinement humaine. Ça, c'est le premier point de l'humanisme. Bien entendu, il y avait aussi à la même époque un aspect pervers et étroit de l'humanisme qui consistait à dire la mission de l'homme est de dominer la nature et de régner sur le monde. Descartes l'avait dit, Buffon l'a repris, Karl Marx également. Ce n'est qu'en 1970 que le rapport Meadows sur la dégradation de la biosphère, la crise écologique mondiale, nous a averti que cette conquête de la nature n'allait pas accroître nos pouvoirs, mais au contraire dégrader pas seulement nos qualités de vie, mais notre civilisation. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que la petite planète Terre, minuscule dans un système solaire lui-même très marginal, d'une galaxie énorme mais marginale, la Voie lactée, dans un monde gigantesque, l'homme doit être fier de ses œuvres, mais en même temps modeste dans le gigantesque cosmos et se vouer à vivre mieux. Et alors, c'est à ce moment-là que nous apparaît un autre aspect de l'humanisme qu'ont développé fort heureusement les sciences dès le XXe siècle. C'est de comprendre qu'il y a une unité humaine fondamentale, mais inséparable d'une diversité humaine fondamentale. Quelle est cette unité humaine fondamentale? C'est qu'on est tous semblables génétiquement, anatomiquement, physiologiquement, affectivement, qu'on est tous capables de rire, sourire, pleurer, mais en même temps, nous sommes très différents les uns des autres, pas seulement par le visage, par la taille, par le caractère, par la sensibilité, et en même temps, l'unité humaine elle-même se traduit à travers la diversité des cultures, à travers la diversité des langues, à travers la diversité des religions, à travers la diversité des mœurs, des musiques, des arts. Autrement dit, l'unité humaine est le trésor de la diversité humaine, laquelle est le trésor de l'unité humaine. Donc, ça, c'est le deuxième fondement de l'humanisme. Il faut toujours, quand vous respectez la diversité, ne pas oublier l'unité, mais quand vous prônez l'unité, ne jamais oublier la diversité. Sinon, l'unité est abstraite et vous ignorez le concret des différentes humanités. Ça, c'est le
deuxième élément d'un humanisme. Le troisième élément, c'est que nous sommes à l'époque de la mondialisation et que là aussi, cette mondialisation a créé une communauté de destin pour tous les êtres humains, parce que où que nous soyons dans les différents continents, les mêmes problèmes fondamentaux, la dégradation de la biosphère, la multiplication des armes nucléaires et notamment en général des armes de mort, le développement d'une économie de plus en plus inégalitaire et incontrôlée, des angoisses, des refermetures ethniques et nationales et qui provoquent elles-mêmes des fanatismes. Et au lieu qu'on prenne conscience de cette communauté de destin, on se referme sur son identité particulière. Et donc, il y a la nécessité de prendre conscience. L'humanité est en face des mêmes problèmes, des mêmes périls, peut-être des catastrophes qui peuvent s'annoncer, et elle doit prendre cette conscience pour qu'on arrive à trouver une voie nouvelle, une voie qui sauve. Enfin, le dernier élément de cet humanisme que je peux dire régénéré, c'est que nous avons, là aussi c'est une découverte récente, il y a à peine quelques années, Michel Brunet a découvert Toumaï dans le Tchad, c'est-à-dire le crâne d'un ancêtre bipède qui avait 4 millions d'années. On relève d'une histoire incroyable, une histoire au cours de laquelle les ancêtres primates ont, au cours des périodes de gestation, ont redressé la colonne vertébrale. Et que ça a commencé chez les singes, chez les gorilles, redressé. Et les hominiens ont continué à faire ce mouvement de redressement, de verticalité qui a dû modifier tout notre cerveau pour s'équilibrer. Il a libéré notre crâne et a permis à notre gosier de pouvoir proférer de la musique et des paroles, qui a fait une révolution extraordinaire, qui a été le début de cette humanité qui, dans la préhistoire, a pu faire des œuvres d'art remarquables, une aventure qui, à travers les quelques centaines de milliers d'années de préhistoire, a débouché sur l'histoire humaine avec des constructions, des édifications, des civilisations et des destructions, des morts, des guerres, des massacres. Une histoire incroyable dans laquelle, effectivement, sont liées de façon inextricable les forces de création et d'union et les forces de destruction et de mort. Et cette histoire, nous la continuons, nous. Nous la continuons, elle a toujours été inattendue. C'était inattendu la chute de l'Empire romain. C'était inattendu la Renaissance. C'était inattendu les navigations de Christophe Colomb et des navigateurs portugais en 1492 à la fin du XVe siècle. Tout est inattendu et dans le fond, le futur est inconnu. Et à ce moment-là, l'humanisme nous dit, dans cette aventure inconnue, n'essayez pas d'imaginer une société idéale, n'essayez pas d'imaginer un monde meilleur. Prenez le parti des forces d'union, qu'on peut dire les forces d'éros, des forces d'amour, et contre les forces de Thanatos, qui sont les forces de mort, et celles de Polémos, qui sont celles de conflit. Voilà donc, c'est comment on peut s'exprimer cet humanisme, fruit lui-même de toute la culture des humanités, pas seulement des humanités, mais de tout l'apport de la culture scientifique, c'est-à-dire fruit de toute notre culture qui doit elle-même continuer.
Bem, nós temos agora, então, espaço de tempo para que aqueles que quiserem fazer uso da palavra e dirigir alguma pergunta a Edgar Morin, por favor, podem fazê-lo. Lá atrás, Fernando Boigues, por favor, tem uma pergunta para Edgar Morin. A minha pergunta é simples, que eu já fiquei entregado desde daquele pequeno vídeo que o Ricardo postou sobre a vida prosaica e a vida poética. E a minha dificuldade está no seguinte: para a gente ter uma vida poética, não seria necessariamente a gente lutar muito durante a vida prosaica? Essa é a minha questão. D'abord, bien entendu, non seulement nous ne pouvons pas supprimer la vie prosaïque, mais une vie qui serait en permanence poétique perdrait son relief qui n'existe que par rapport à la vie prosaïque. Donc, c'est un point déjà très important. Mais il y a d'autre part des activités prosaïques qui sont aussi, peuvent avoir un caractère poétique. Alors, prenez par exemple le travail de l'artisan. Le travail de l'artisan est un travail dans un sens prosaïque, parce qu'il est obligé de faire ce meuble, ce vase, la commande qui lui est faite, mais en même temps, il exprime son art, son habileté, son intelligence. Donc, il y a par exemple, de beaucoup de carrières ou de professions qui ont, disons, pour nécessité prosaïque, le besoin de gagner son pain, de gagner sa vie, peuvent avoir des moments eux-mêmes poétiques. C'est sûr, il faut complexifier, mais fondamentalement, je pense qu'il reste que la grande aspiration humaine, c'est vivre poétiquement. C'est vivre poétiquement. Bien entendu, il y a aussi la curiosité, la recherche, tout ça qui sont... Mais je dirais même que la connaissance elle-même a un caractère poétique, non seulement parce qu'elle dévoile des énigmes brusquement, mais parce qu'elle-même découvre un nouvel inconnu, un nouveau mystère. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut éduquer à la qualité poétique de la vie et il faut songer à la qualité poétique de la vie tout en étant conscient des complexités et des ambiguïtés. Merci à vous. Miguel Calmon é psicanalista. O que eu queria perguntar é quais seriam as pré-condições, como é que o senhor entende as pré-condições para que essa vida poética se dê? Que há uma luta entre Eros e Thanatos, né? E, portanto, existem pré-condições para que a vida poética se dê. Se o senhor pudesse falar alguma coisa de assim, quais seriam essas pré-condições na cultura para que a vida poética se instale? Je crois que, tout d'abord que prendre le parti d'Eros est quelque chose qui lui-même donne une qualité poétique à la vie, car justement elle va favoriser tout ce qui est ferveur, communion, fraternisation, etc. Et je pense aussi que la capacité poétique de s'émerveiller des beautés de la vie, du monde, de nos meilleurs rapports avec les autres, que cette capacité d'émerveillement peut nous donner l'énergie de nous révolter contre les cruautés du monde, les cruautés qui viennent pas seulement du destin naturel dans lequel nous sommes jetés, mais qui viennent aussi souvent des autres humains, qui viennent de la barbarie des rapports humains. Et peut-être il y a aussi un point que je devrais dire, c'est que nous sommes dans une époque où revient
une barbarie très ancienne qui s'est développée avec des sociétés historiques, qui est une barbarie fondée sur la domination, qui est fondée sur le mépris, qui est fondée sur la subordination, qui est fondée parfois sur la torture, sur la mise à mort, sur les massacres, sur les destructions, etc. Or, nous voyons, chaque fois que nous pensons en sortir, comme nous avons pensé, ceux de ma génération après la Deuxième Guerre mondiale, entrer dans un monde nouveau, nous voyons à nouveau revenir ces forces de barbarie, et ce 21e siècle lui-même loin des promesses qui étaient celles de rêve du XXe siècle. Donc, mais en même temps, il y a une autre barbarie qui vient de l'intérieur de notre société et qui est cette barbarie froide et glacée du calcul et du profit qui domine surtout. Et ces deux barbaries, souvent, elles s'allient. D'ailleurs, elles se sont alliées avec le nazisme qui a transformé la barbarie du massacre de camps de concentration, qu'il a aussi transformé en barbarie industrielle en utilisant les déchets des malheureux morts pour en faire des objets de fabrication industrielle. Donc, si vous voulez, nous avons aussi ce problème. Et justement, c'est parce qu'il y a ces menaces de barbarie qui s'accroissent dans une période que nous vivons, qui est une période régressive mondialement et pas seulement brésiliennement. Et dans cette période, il est certain que nous avons besoin de développer en nous les forces d'éros, c'est-à-dire aussi les forces de poésie de la vie qui nous permettent d'avoir les énergies nécessaires. Teresa Rocha, psicanalista. Gostaria de agradecer enormemente tudo o que eu acabei de ouvir e eu só quero instigar o senhor a continuar falando a respeito de que devemos escapar de um pensamento binário. Ao invés de pensarmos no ou, devemos pensar e, no sentido de que a unidade cabe à diversidade. Eu gostaria que o senhor pudesse nos falar um pouco mais sobre o seu pensamento sobre essa questão. Alors, vous savez, il y a tout d'abord l'héritage de tout un courant de pensée qui a été minoritaire dans l'histoire occidentale, mais qui a eu d'abord pour ancêtre Héraclite. Et ce philosophe Héraclite, dont on connaît que des fragments, a eu quelques formules très frappantes qui assumaient la contradiction comme moyen de connaissance. Il disait, par exemple, concorde et discorde sont père et mère de toutes choses. Et même aujourd'hui, nous pouvons voir, comme nous voyons l'histoire de l'univers, que les forces de concorde, d'union entre particules, atomes, molécules, et les forces de destruction sont présentes dès le début et continuent dans l'univers. Le même Héraclite disait « vivre de mort, mourir de vie ». Et cette formule, aujourd'hui, nous l'interprétons pas seulement parce que nous vivons en tuant des êtres vivants que nous mangeons, mais aussi d'une façon beaucoup plus complexe. C'est parce que, pour vivre, nous sommes amenés à provoquer la mort des cellules qui constituent notre corps pour qu'elles puissent se remplacer par des cellules nouvelles qui nous régénèrent sans arrêt. Autrement dit, la vie utilise la mort pour lutter contre la mort. Donc, nous échappons seulement à la pensée binaire. Si je poursuis, je peux prendre un penseur qui pour moi est très important, qui est Pascal. Pascal a écrit à la fois sur que l'homme était à la fois quelque chose de misérable et quelque chose de grand. Il a toujours vu
l'être humain comme un tissu de contradictions. Et quand vous relisez ces pages admirables, vous vous rendez compte qu'effectivement, il est le premier à avoir pensé ce que moi j'appelle la complexité. Car la façon de sortir de la pensée binaire, c'est ce que j'appelle la façon complexe, qui utilise ce que j'appelle la dialogique. Alors pourquoi est-ce que j'emploie ce mot de dialogique plutôt que dialectique? Car effectivement, le mot dialectique a été utilisé par Hegel, qui lui-même faisait grand usage de la compréhension, de la contradiction. Il savait que la pensée ne peut pas éviter les contradictions. Mais Hegel avait une vision un peu trop euphorique, c'est-à-dire il voyait toujours la capacité de surmonter des contradictions dans une nouvelle synthèse d'où renaîtrait à nouveau des contradictions. Il voyait toujours la capacité de dépasser les contradictions. Alors qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des contradictions indépassables. Par exemple, quand, au début du XXe siècle, le grand Niels Bohr, le physicien qui a dans la microphysique, a établi qu'il fallait accepter deux notions contradictoires pour définir la même réalité, c'est-à-dire le corps, la particule, c'est-à-dire à la fois onde, c'est-à-dire immatériel, et corpuscule, c'est-à-dire objet matériel. Selon les expériences, la même chose avait deux aspects. Et d'ailleurs, nous-mêmes, disait Niels Bohr, nous sommes à la fois des êtres discontinus en tant qu'individus et continus parce que nous faisons partie d'un continuum qui est l'espèce humaine. Nous sommes discontinus dans la société et en même temps nous faisons partie d'une continuité qui est la société. Autrement dit, tout ce qui est séparé est en même temps inséparable. Et ce que j'appelle donc la dialogie, c'est la capacité de relier ensemble des notions qui semblent se contredire et qui sont en même temps complémentaires. C'est par cette façon de penser que je crois qu'on peut dépasser la pensée binaire. Benilton Bezerra, psicanalista. O que o senhor pensa sobre digamos, o horizonte do humanismo? Já que a gente tem vivido nas últimas décadas, a partir da segunda metade do século XX, uma espécie de mudança estrutural muito profunda naquilo que eram as referências em torno dos quais a tensão entre humanidades e ciências naturais se dava. A gente tinha a busca de integrar essas duas dimensões da experiência humana, mas elas estavam sempre dadas como existentes, polares. O corpo e o espírito, a natureza e a cultura. O que o senhor acha do impacto que nós vivemos hoje e viveremos ainda muito mais nas próximas décadas, dos avanços tecnológicos que fazem com que a própria ideia, por exemplo, de espécie humana comece a encontrar um horizonte de abertura, não uma abertura dada pela história natural da espécie, mas uma abertura dada pelos desígnios humanos, o que hoje, na nossa sociedade, implica desígnios do mercado, né? Maneiras de manipular a natureza humana que, se não forem contidas justamente por essa ideia do humanismo, serão assambarcadas por interesses e forças e tal, estranhas a essa ideia do humanismo. Freud dizia que a anatomia é destino, não é mais. Né? Merleau-Ponty dizia a nossa experiência ela é baseada no corpo. Cada vez mais as tecnologias expandem isso. Que impacto o senhor acha que isso tem sobre essa tradição humanista? É possível a gente... Faz sentido para o senhor dizer, faz sentido para o senhor a afirmação de que o humanismo como ideia, como ideal regulativo, pode sobreviver, ou deve sobreviver, à própria finitude da espécie natural humana? Moteur de l'évolution mondiale actuelle, c'est science, technique, économie. Aucune d'entre elles n'est contrôlée par la conscience humaine. Ce sont des forces déchaînées, incontrôlées.
Alors, d'un côté, elles conduisent dans leur développement vers ce qu'on appelle transhumanisme, à partir de quelques illuminés de la Silicon Valley, c'est-à-dire l'homme augmenté, capable de vieillir en restant jeune très longtemps, se couplant avec l'intelligence artificielle, bref, une sorte de surhumanité. Or, à cette perspective, je ferai deux remarques. La première, c'est que je crois que nous avons besoin aujourd'hui, non pas d'augmenter nos pouvoirs, mais surtout d'améliorer les relations humaines, d'améliorer la compréhension humaine, d'améliorer l'intelligence humaine. Alors ça, c'est l'impératif premier pour qu'il y ait après un peu. Sinon, la deuxième remarque, c'est que ce transhumanisme va être réservé à une élite restreinte qui vivra protégée par des gardes et des barbelés, pendant que le reste de l'humanité sera voué à la famine et au conflit, comme l'a montré du reste un film qui s'appelle Élyséeum. Donc, si vous voulez, cette perspective euphorique pour certains, à mon avis, est une perspective très, très, très inquiétante. Mais l'autre perspective, parce que les mêmes forces techniques, économiques, scientifiques, conduisent à la dégradation de la planète, conduisent à ces phénomènes non seulement de destruction des biosphères, de modification climatique, de destruction des sols par l'agriculture industrielle qui donne des produits insipides et pesticides, enfin bref, toute une série de processus catastrophiques. Alors, est-ce qu'on va à la fois vers de l'homme augmenté pour une petite élite et des catastrophes pour le reste de l'humanité? Est-ce que l'on va vers des catastrophes? Je ne sais pas. L'important, je répète, aujourd'hui, c'est que dans l'incertitude, on choisisse son parti, on sache seulement qu'il ne suffit pas de vouloir Eros, de vouloir bien, parce que souvent, j'ai connu beaucoup de militants qui croyaient travailler pour le bien de l'humanité sans savoir qu'ils travaillaient pour son esclavage. Hein. Je l'ai connu dans l'époque du communisme triomphant. Et donc, si vous voulez, il ne suffit pas de vouloir le bien, il faut aussi de la lucidité et il faut apprendre la pensée que j'appelle complexe, c'est-à-dire la pensée qui essaie de voir les aspects multiples d'un même phénomène. Alors donc, ceci dit, nous devons, dans l'incertitude, faire nos paris en toute lucidité. Voilà la seule chose que je peux dire. Então, o que eu quero mais do que qualquer coisa é expressar ao senhor meu agradecimento. Não sei como a Margarete vai traduzir isso. Eu saio daqui hoje de alma lavada. Eu não sei como você vai dizer isso em francês. Alma lavada, sou professora há 40 anos, de alunos de medicina, e a luta constante para manter a humanidade sem ser apagada desse rolo compressor no país, no que concerne a educação pública, a filosofia, as humanidades de um modo geral. Ouvir o senhor falar hoje aqui, devo lhe dizer que me deu uma esperança, um sentimento de esperança. O senhor certamente conhece Teatro Soleil, Fort Espoir. Ouvir o senhor falar é como se nos desse aqui essa louca esperança de que que é possível fazer algo. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Xavier Alterescu. Eu acho que o professor Morin descreveu muito bem o desafio no qual a nossa sociedade se encontra agora, em termos de desigualdades econômicas que estão crescendo, desastre ecológico chegando, a política que é separada do econômico. A minha pergunta, de fato, é, além de privilegiar o Eros e lutar contra as paixões tristes, será que tem outra coisa que poderíamos fazer como uma sociedade, uma cultura? Eu estou pensando principalmente nas questões políticas e as nossas instituições políticas. Bien, vous savez, moi j'ai connu des époques, une époque particulièrement, où tout semblait
s'enfoncer dans l'obscurité. C'est une époque, je me rappelle, c'est l'année 1941. C'est une année où l'Allemagne hitlérienne triomphait sur toute l'Europe et était arrivée à la fin de l'automne 41 aux portes de Moscou, qu'elle n'a pas prise parce qu'il y a eu des pluies précoces très violentes qui ont d'abord saisi dans la boue l'armée allemande et ensuite un gel très précoce qui l'a congelé. Et cette armée allemande s'est trouvée stoppée en décembre, ce qui a permis à Staline et au général Zhukov de faire venir d'Extrême-Orient, quand ils ont appris que le Japon n'attaquerait pas la Sibérie, de faire venir d'Extrême-Orient des troupes fraîches, bien chauffées, avec des chars Katyushka, avec des armes nouvelles, et qui ont lancé une contre-offensive le 5 décembre 1941, qui a libéré Moscou, a fait reculer de 200 km les troupes allemandes, la première défaite allemande, et le lendemain, le Japon attaquait Pearl Harbor et faisait entrer l'Amérique dans la guerre. Autrement dit, l'imprévu est arrivé. Donc, dans ma vie, souvent, l'imprévu est arrivé. Et dans la nuit la plus noire, on peut penser qu'il y aura quand même des aurores. Il y a cette fin merveilleuse de la pièce de Jean Giraudoux qui s'appelle « La guerre de Troie n'aura pas lieu ». Et on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce moment où tout est noir, où tout est obscur, où on ne voit encore rien poindre. Et on dit, chère femme, cela va s'appeler l'aurore. Donc, je pense que rien n'est éternel. Les tyrannies ne sont pas éternelles. Les régressions ne sont pas éternelles. Je pense que les forces nouvelles fermentent un peu partout. Je pense que l'espoir est toujours, non pas dans la probabilité statistique qui se trompe toujours, mais dans l'arrivée, le surgissement de l'imprévu du Créateur qui lui-même transfigure et transforme les choses. Donc, on ne peut pas espérer bêtement, on ne peut pas désespérer, on peut penser quand même que tout est possible, et c'est ça la source de l'espoir. Cláudio Domênico é o coordenador científico do America's Medical City. Max Leventhal é o diretor executivo desse complexo hospitalar que tanto orgulho dá ao America's Serviços Médicos. Nós vamos ouvir ainda uma palavra do professor Cândido Mendes, vamos ouvir uma palavra do Charles Suleiman, que é o diretor executivo do Centro de Treinamento Edson Bueno, antes, então, que Margarete Dalcomo possa passar às mãos de Edgar Morin um buquê de rosas pelo seu aniversário, que está tão próximo, dia 8 de julho. Edgar Morin faz aniversário. Vamos ouvir, então, o professor Cândido Mendes. Professor, muito obrigado pela sua presença, é uma honra para nós, professor Cândido Mendes, da Academia Brasileira de Letras. Je voulais ramener, rapporter votre dialectique sur la connaissance de la réalité à le nouveau contexte, le contexte de la globalisation. Il faut voir devant la globalisation de la même façon par laquelle vous avez été absolument définitive en vous rapportant à ce qui est la dialectique de la complexité. Je vous demande à présent, et je sais que ça vient dans votre riche prospective, comment va-t-on développer, après la notion de la complexité, la capacité de venir à la combinaison et à l'entente
de ce qui est la différence. Divinamente, alguma coisa levou a minha voz, para que eu não cometa o absurdo de dizer alguma coisa que tire a gente desse espírito de plenitude. Eu só queria dizer muito obrigado, merci beaucoup. Essa foi uma sessão histórica do Projeto Humanidades na Saúde, um projeto do América e Serviços Médicos, um momento inesquecível para todos vocês, para mim, muito. Eu peço desculpas mais uma vez, não só àqueles que não puderam fazer uso da palavra, que certamente enriqueceriam mais ainda essa sessão, mas também aos colegas que não conseguiram lugar no auditório. Nós acabamos tendo 166 colegas vindo até aqui, ficamos com uma dúzia de colegas na sala de apoio. Peço as minhas desculpas a eles e peço a Margarete, então, que passe as mãos do professor Edgar Morin, esse nosso buquê de rosas pelo seu aniversário, falando algumas palavras para ele. Cher Edgar, la question que tout le monde voulait vous poser maintenant, c'est quel est le vent que vous prenez? Parce que quel est le secret? Si vous allez partager le secret de sa vitalité, de cette richesse, de cette intelligence, de cette générosité parmi nous. Si vous allez ou non, hein, c'est une question. C'est la question que vous allez laisser pour nous. Et comme votre anniversaire arrive, vous avez déjà célébré chez nous votre anniversaire quelquefois avec même un gâteau. Nous ne pouvons pas. Je vous donne des roses. Et... Toi, si Dieu Edgar Morin. Muito obrigado a todos por terem vindo. Obrigado. Toi qui es ma joie et mon tourment, tantôt femme et tantôt enfant, tu offres à mon cœur chaque jour tous les visages.